Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce webinaire autour de Yannick Jadot sur l'emploi et la transition écologique. Un webinaire qui s'inscrit dans une série de rencontres avec des acteurs de la vie locale partout en France. Avant de commencer, je vous rappelle que pour suivre la campagne de Yannick Jadot, vous pouvez tout de suite aller vous inscrire sur 2022l'écologie.fr pour tout savoir sur l'actualité de Yannick Jadot et surtout pour participer par vos contributions à l'élaboration du projet 2022 l'écologie. Alors, nous sommes ensemble pour 1h30 de débat jusqu'à 21h avec beaucoup d'invités qui vont venir échanger avec nous et avec vous, car comme d'habitude, nous avons souhaité que ce débat soit le plus interactif possible. Et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Romain Dost, qui va vous expliquer tout de suite comment poser vos questions à nos invités et à Yannick Jadot. Romain, si tu veux bien. Oui, bonjour à tous. Alors, vous avez la possibilité de vous poser vos questions pendant les différentes interventions de nos invités en commentaire des live streams sur Facebook et sur YouTube. Donc, nous sélectionnerons les plus représentatives et à partir de 20h15, nos invités et Yannick Jadot y répondront tour à tour. Voilà, merci. Merci Romain. Alors, nous sommes ensemble pour parler économie et écologie et cela me faisait penser à Nicolas Hulot dans son discours de départ du ministère. Il a dit « Je n'ai pas réussi à combler cette ligne de faille entre deux cultures, l'économie et l'écologie ». Il me semble que Nicolas Hulot se trompait. Il n'y a pas d'un côté l'économie et de l'autre l'écologie. Il y a d'un côté une conception passéiste de l'économie, productiviste, conservatrice, qui défend les emplois d'aujourd'hui, et de l'autre une conception économique de l'avenir qui se distingue par deux éléments. D'abord, la volonté de construire une économie robuste, qui prennent en compte la réalité, c'est-à-dire le fait que nous vivons sur une planète finie, aux ressources limitées. Et deuxièmement, une économie qui ne prend pas l'écologie comme une contrainte, mais comme une opportunité, porteuse en particulier d'un formidable gisement d'emploi. Nous l'avons souvent dit, et c'est maintenant heureusement largement admis, la transition écologique est et sera plus encore demain fortement créatrice d'emplois nets. L'étude de l'ADEME et de l'OFCE table sur la création nette de 340 000 emplois en 2035 et 900 000 en 2050. L'étude WWF et EY parle quant à elle de 2 millions d'emplois soutenus d'ici 2030. Et ce qui est plus intéressant encore, c'est que cela concerne tous les niveaux de qualification, du CAP à Bac+8, et que cela concerne aussi tous les territoires, urbains comme ruraux. Les 4 secteurs les plus créateurs d'emplois, on les connaît, ce sont la rénovation thermique des bâtiments, les énergies renouvelables, l'agriculture biologique et celui qui sera le plus porteur en termes d'emploi, les transports, avec les transports collectifs, mais aussi avec les véhicules électriques ou le vélo. Alors pourquoi la transition écologique est créatrice d'emplois? Pour 4 raisons au moins. D'abord tout simplement parce qu'elle suppose des investissements massifs. Ensuite parce qu'elle s'appuie sur des activités à forte intensité en main-d'œuvre. L'agriculture biologique ou les transports collectifs, par exemple. Également parce qu'il y a un effet de relocalisation et de substitution aux importations, notamment énergétiques, au profit de l'économie locale. Et enfin, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui particulièrement, parce que la transition écologique est capable de mobiliser des financements hybrides, innovants et d'allier utilité écologique et sociale. Nous avons voulu donner la parole aujourd'hui dans ce webinaire à des acteurs de terrain, à ceux qui créent de l'emploi aujourd'hui autour de la transition écologique sur les territoires. Et nous avons la chance d'accueillir ce soir d'abord Laurent Grand-Guillaume, président de l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, Annie Berger, présidente du conseil d'administration d'Atypique, qui s'inscrit dans ce projet à Colombelles, près de Caen, Hélène Osmond, responsable des chantiers d'insertion Aptima, Olivier Demour, délégué général du mouvement Nouvelle Ère, Chloé Ridel, directrice adjointe de l'Institut Rousseau, qui nous parlera de la campagne 1 million d'emplois verts, et bien sûr Yannick Jadot, député européen. Alors nous allons commencer tout de suite avec toi, Laurent, si tu veux bien. Donc Laurent Grand-Guillaume, président de l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Laurent, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux présenter, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le projet Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, nous dire surtout où on en est du déploiement et peut-être aussi ce que tu attends des pouvoirs publics au niveau régional ou national pour soutenir l'initiative. Eh bien, merci d'abord pour cette invitation. Alors, ce projet, finalement, est assez simple dans ses principes, puisque le premier principe, c'est que nous ne manquons pas
justement de travail, mais on manque d'emploi. C'est-à-dire que dans tous les territoires, on peut développer des activités utiles qui n'existent pas aujourd'hui et qui n'entrent en concurrence avec personne. Deuxième principe, c'est que finalement, on ne manque pas d'argent, car de l'argent, il y en a. D'ailleurs, il y a un coût du chômage de longue durée en France pour l'État et les collectivités territoriales, et on peut donc réorienter ce coût en un investissement pour l'humain, en créant des emplois justement utiles dans les territoires, qui s'inscrivent d'ailleurs dans la transition écologique et énergétique, dans l'économie circulaire, dans les services de proximité qui ont parfois disparu, et même dans une forme de réindustrialisation qui concilie aussi justement l'économie circulaire et la transition écologique. Donc, nous avons créé dans 10 territoires d'expérimentation, des territoires de 5 à 10 000 habitants, des entreprises dans le domaine de l'économie sociale et solidaire qui donc ont identifié au départ dans des comités locaux les personnes privées durablement d'emploi, et nous avons proposé un contrat à durée indéterminée à toutes ces personnes au fur et à mesure du temps pour les embaucher, pour créer ces activités dont je parlais à l'instant. Nous avons donc embauché plus de 1000 personnes en 3 ans dans ces 10 territoires. Ces 1000 personnes ont été embauchées en contrat à durée indéterminée, sont rémunérées au SMIC, travaillent sur les activités que j'ai énoncées dans des entreprises de l'économie sociale et solidaire que l'on appelle entreprises à but d'emploi, puisque leur premier but, c'est l'emploi. Ces personnes étaient au chômage en moyenne depuis plus de 4 ans. Elles sont pour 25% d'entre elles en situation de handicap et avec un niveau de diplôme en moyenne inférieur au bac. Dans certains des territoires, on est arrivé quasiment à l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de personnes en liste d'attente pour entrer dans ces entreprises. Et je pourrais même citer un exemple à Préméry dans la Nièvre, où l'entreprise que nous avons créée est devenue la première entreprise du territoire en nombre d'emplois, près d'une centaine, dans un territoire qui avait été désindustrialisé au début des années 2000. Qu'est-ce qu'on a fait dans ce territoire? Eh bien, nous avons développé du maraîchage en circuit court avec de la permaculture dans les jardins ouvriers qui avaient été abandonnés. Nous avons créé une recyclerie et une ressourcerie là où il n'y en avait pas. Nous avons recréé une activité bois qui s'adresse à des personnes en situation de précarité énergétique. Et nous avons développé une conciergerie de territoire où on redéveloppe des services à la personne qui avaient disparu. Donc voilà ce qu'on peut faire. Voilà ce que nous faisons avec Territoire Zéro Chômeur de longue durée, avec ATD Quart Monde, avec Emmaüs, avec le Secours catholique, avec donc plein d'associations, le Pacte civique. Et nous avons donc, il y a une deuxième loi qui a été votée après celle de 2016 récemment et qui ouvre donc la possibilité à l'extension de l'expérimentation à 50 nouveaux territoires pour demain. Donc l'appel à projet va être lancé cette année avec le fonds d'expérimentation qui est présidé par Louis Gallois. En France, il y a actuellement plus de 150 territoires qui se préparent pour expérimenter dans une deuxième étape. Donc, de quoi avons-nous besoin? On a besoin, bien sûr, du soutien des pouvoirs publics pour réussir cette deuxième étape. On a besoin du pouvoir des régions, du pouvoir d'agir des régions pour faire en sorte que dans chaque région, on ait des moyens pour cette ingénierie de projet avec les comités locaux dont je parlais, car tout le projet commence dans les comités locaux, car c'est là, c'est le lieu de la démocratie entre les acteurs publics et les acteurs privés, mais aussi, et j'insiste là-dessus, avec les personnes privées durablement d'emploi, car il ne s'agit pas d'un dispositif descendant, on fait avec les personnes. Les personnes sont acteurs du projet. Il ne s'agit pas de dessiner un dispositif dans lequel les personnes rentrent. On parle souvent, je terminerai là, des invisibles. Eh bien, dans le projet, il n'y a pas d'invisibles, ça n'existe pas. Il y a des personnes qui d'abord sont ignorées, car quand on pose la question aux personnes de savoir si elles sont invisibles, jamais elles ne vous répondent qu'elles sont invisibles. Elles sont d'abord ignorées. Et bien, dans le projet, elles ne sont pas ignorées, car elles sont acteurs du projet, elles sont dans un pouvoir de dialogue et d'agir. Et donc, on a besoin des régions pour finalement apporter le soutien nécessaire pour réussir cette phase d'émergence du projet avant la création de l'entreprise et du développement des activités dans tous les territoires. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup, Laurent. Alors, nous allons accueillir maintenant Hélène Osmond. Hélène est responsable des chantiers d'insertion Aptima. Hélène, est-ce que tu peux nous décrire l'activité que vous avez mise en place et peut-être la complémentarité entre l'utilité sociale et écologique de votre activité? Et peut-être aussi le cercle vertueux que cela entraîne en termes de pérennisation d'emploi.
Oui, bonsoir à tous. Merci pour l'invitation et ce débat. Donc oui, je suis donc responsable de chantier d'insertion pour l'association Aptima, qui est située dans les Yvelines, donc au Mureaux et Mantes-la-Jolie. Donc sur 3 activités, une équipe de propreté urbaine, une ressourcerie et une librairie solidaire. Nous, ces activités, Aptima, c'est une structure d'insertion par l'activité économique, donc quelque chose qui fonctionne quand même depuis un certain temps. Donc on emploie des personnes qui sont éloignées de l'emploi, un petit peu sur le modèle territoire zéro chômeur, mais beaucoup moins étendu. Donc les personnes que nous recevons sont généralement bénéficiaires du RSA ou chômeurs de longue durée. Sur l'ensemble des chantiers, on a un total là de 50 salariés en insertion et 12 salariés permanents, donc pour l'encadrement. Donc ces chantiers, ça permet de faire à la fois une relocalisation des emplois, mais aussi de travailler sur le côté environnemental. Donc, Aptima s'est centré autour de l'activité de gestion des déchets, via la ressourcerie, donc le réemploi, les activités de propreté aussi, donc la collecte d'encombrants et la revalorisation matière ou recyclage, et aussi la librairie solidaire qui est un petit peu particulière, qui est une ressourcerie monoflux, donc avec une seule activité, le livre. Ces activités, elles nous permettent donc déjà de remettre des personnes dans l'emploi sur un modèle un petit peu plus adapté, c'est-à-dire sur des contrats de 26 heures par semaine, avec un accompagnement par des conseillers en insertion professionnelle et des formations. Donc les personnes sont à peu près ont une moyenne de 6 heures de formation par semaine ou d'accompagnement. On a un conseiller en insertion pour 20 salariés en général, donc ce qui fait quand même un taux d'accompagnement assez fort, et ce qui permet d'adapter le modèle petit à petit et de remettre dans l'emploi des personnes qui n'avaient pas forcément possibilité de reprendre directement un temps plein à 35 heures. Ce qui est intéressant surtout avec le côté environnemental, c'est qu'on peut valoriser ces emplois-là pour l'ensemble de la communauté. C'est-à-dire, ça va pas être seulement des agents de tri, mais aussi on va pouvoir faire une activité qui a un impact vraiment environnemental qui peut se mesurer, donc tout ce qui va être retiré de l'enfouissement via les déchetteries, mais aussi des activités qui vont être socialement bénéfiques pour l'ensemble de la communauté au niveau local. Donc par exemple, pour citer la librairie Aptimo, donc c'est un projet qui est au Mureaux, c'est un projet qui naît d'un manque d'activités culturelles et pas de librairie sur la commune. Donc plusieurs acteurs qui se regroupent, un manque d'emploi et aussi un manque d'emploi féminin sur cette zone. C'est une ville qui a un taux de chômage à peu près 19% en 2017 contre 14% au national, donc quand même un territoire assez problématique à ce niveau-là. Et donc la librairie permettait de répondre à plusieurs problématiques à la fois, c'est-à-dire et l'emploi, et notamment l'emploi féminin, aussi côté environnemental, donc de donner une solution pour des livres et une seconde vie à ces livres, et aussi de valoriser ces emplois en insertion via des activités culturelles. Donc par exemple, il y a eu 5 salariés en insertion qui ont été formés pendant l'été 2020 par une professionnelle du livre pour faire des lectures de contes en public qui ont bénéficié à peu près à 250 enfants tout au long de l'été 2020, ce qui permet aussi de valoriser ces emplois-là. Donc pas seulement le côté se remettre dans l'emploi, mais aussi avoir un emploi qui soit plus monter en compétences et apprendre des choses un petit peu plus concrètes, donc sur d'autres métiers qui peuvent s'élargir. Donc il y a aussi ce travail-là avec la ressourcerie qui est à Mantes-la-Jolie, où on a organisé aussi des ressourceries éphémères, notamment en lien avec le réseau francilien du réemploi, ce qui permet non seulement d'avoir ce travail de collecte d'encombrants et de réemploi, mais aussi de sensibilisation et de travail de lien avec la communauté, et donc de ramener aussi des services et des liens associatifs sur des territoires qui peuvent en avoir besoin. Donc c'est en résumé à peu près ça. L'idée, c'est vraiment de voir que l'insertion, que ce soit l'insertion ou d'autres types de contrats aidés, peuvent vraiment permettre de réunir un petit peu tous ces acteurs et d'avoir
un projet encore plus bénéfique que n'aurait pas forcément pu faire une entreprise qui aurait dû générer des bénéfices directement. Et ça permet notamment d'avoir cette transition pour la création de ces emplois à fort caractère environnemental, le temps que ces compétences aussi se forment et au bout d'un moment, la création d'emplois pérennes. Donc, par exemple, l'association Aptima, sur les 3 dernières années, a créé à peu près 30 emplois pérennes, 30 CDI, pour justement encadrer ce travail-là et faire monter en compétence sur ce genre d'emploi. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Alors, je rappelle à tous les auditeurs qu'on peut poser ces questions sur les différentes plateformes, donc sur 2022 l'écologie.fr ou Facebook. Nous allons maintenant nous tourner vers l'avenir un peu avec un tout nouveau mouvement, tout jeune, Nouvelle Ère, que son directeur Olivier Demours va nous présenter dans sa double dimension, à la fois politique et associative. Et on va voir avec Olivier que les projets de transition écologique peuvent s'adresser, je crois, à tous les territoires, y compris les territoires ruraux. Oui, bonjour, merci pour cette invitation. Et je suis délégué général de Nouvelle Ère. Donc Nouvelle Ère, pour le présenter peut-être un peu brièvement, c'est un mouvement de jeunesse qui s'investit dans les territoires ruraux, périurbaines, mais aussi les banlieues, et qui a pour objectif de construire des ponts entre les différents territoires, donc aussi avec les métropoles. L'objectif, c'est d'aller réinvestir la politique dans ces territoires-là par des actions très concrètes, en mobilisant les jeunes, mais en s'adressant à tous les citoyens et à toutes les citoyennes. On a 2 formes d'action. La première, c'est évidemment l'action de proximité. Donc, par exemple, on a organisé un café-débat à Nonay, dans l'Ardèche. On a fait un atelier de dépollution à Chalon-sur-Saône, qui est une ville moyenne industrielle de l'Est de la France. Et ça, c'est notre première jambe. Et notre seconde jambe, c'est de s'investir au niveau national en faisant remonter ce qui se passe sur le terrain et sur les départements où on est, l'ensemble des initiatives. Il y en a d'autres qui ont été mentionnées très bien juste avant par Hélène Aumont, mais globalement celles qui portent sur l'agriculture, sur l'emploi, et on les fait remonter pour porter au niveau national ce que nous on appelle la société de proximité. Et il y a un lien assez évident avec l'emploi, parce que le jour où on arrive réellement, parce que c'est pas le cas aujourd'hui, à avoir des transports publics et collectifs à proximité de chez soi, le jour où on arrive à avoir une agriculture de proximité organisée pour que chaque citoyen et citoyenne puisse avoir accès à ce qui pousse près de chez soi et puisse être en capacité de le consommer, lorsqu'on a une industrie plus locale et donc plus écologique, on a aussi de l'emploi de proximité. Tout ça crée de l'emploi, et donc pour nous c'est un élément essentiel de notre action, et c'est même l'objectif, enfin c'est l'objectif même de ce que l'on veut faire. Donc pour faire le lien avec ce dont on est en train de parler, je citerai à la fois des actions et à la fois ce qui se passe sur les territoires ruraux, les villes moyennes où le mouvement est présent et a des délégations. On est sur maintenant 25 départements. On a par exemple fait un Repair Café à Limoges. On va le faire, pardon. Il est pas encore, c'est pas encore arrivé. Et ça permet de sensibiliser les citoyens et les citoyennes sur l'économie circulaire. On a également fait remonter un certain nombre d'initiatives sur les territoires où on est et qui sont l'exemple même de l'alliance entre écologie et emploi de proximité. Je citerai deux exemples en particulier, qui sont ceux de l'économie circulaire, qui est la solution innovante pour créer de l'emploi. Par exemple, à Limoges, qui est terre historique de la porcelaine, vous avez donc les entreprises de porcelaine locales qui sont alliées avec les entreprises de BTP et les pouvoirs publics pour recycler, parce qu'en fait ça ne se recycle pas, donc pour intégrer de la porcelaine dans les routes, ce qui permet d'utiliser un peu moins de matières premières, donc du béton en particulier, dans les routes, et de trouver une autre destination à la porcelaine qui ne se recycle pas. Ça, c'est un premier exemple qui montre que dans les territoires industriels, on peut créer de l'économie circulaire et donc de l'emploi, parce que tout ça crée de l'emploi, c'est un cercle vertueux. Le second exemple, c'est celui de la Manche, où pour le coup, on a fait une action il y a maintenant une semaine
juste après celle du Calvados. Et dans la Manche, on est allé visiter et on a organisé une visite d'une ferme agroécologique où il y a des membres de Nouvelle Ère qui sont donc agriculteurs là-bas et qui utilisent le marc de café des restaurateurs locaux, qui utilisent l'ensemble de la drèche de bière, donc les restes de la bière des cafés locaux, et qui utilisent ça pour faire pousser tout simplement 1 tonne de tomates par an à terme et des champignons. On pourrait rentrer vraiment dans le détail. Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi parce que c'est un cercle vertueux local de l'économie circulaire. Et donc, c'est encore une démonstration de l'alliance entre et de la complémentarité extrême entre écologie et emploi. Pour finir et peut-être pour conclure, pour le mouvement et ce que nous on remarque aussi sur le terrain, dans des départements où le taux de chômage est très élevé, où l'emploi se raréfie, et je ne fais que compléter ce que dit Laurent et ce que diront les autres intervenants également. Il y a un enjeu aujourd'hui du plein emploi et et c'est ce que le mouvement porte, relocaliser par le financement directement par les pouvoirs publics des relocalisations, à aller utiliser la dépense publique, par exemple la prime d'aménagement du territoire, par exemple aussi les régions, puisque on est à 1 mois des élections, à utiliser les financements donc des collectivités publiques pour aller créer des écosystèmes territoriaux qui permettront de créer de l'emploi de proximité. Ça, c'est le premier point. Et le second point, et c'est pour l'emploi actuel, c'est de donner des perspectives aux plus jeunes, et c'est de donner des perspectives à ceux qui sont en emploi aujourd'hui, qui l'ont peut-être perdu ou qui sont en chômage partiel, en revalorisant les plus bas salaires, qui aujourd'hui ont une utilité sociale et écologique pour une grande partie d'entre eux, qui est très sous-estimée à la fois dans les salaires qu'ils perçoivent, mais même dans le débat public et dans la société dans laquelle on vit. Et il y a un vrai enjeu aujourd'hui à les faire remonter ça, parce qu'il y en a beaucoup de ces gens-là dans les territoires ruraux et dans les villes moyennes. Merci beaucoup, Olivier. On entendait un petit peu moins bien sur la fin. Alors, je vais donner la parole à Annie Berger, qui, elle, également sur les territoires, met en œuvre et met en application l'expérimentation territoire zéro chômeur. Et je crois qu'Annie, tu voulais nous parler à la fois de la dimension création d'emplois, mais aussi de la dimension travail, en quelque sorte, qu'on peut mettre en œuvre dans ces entreprises à but d'emploi, en termes de sens du travail, de démocratie sociale, de collectif de travail et puis de participation, je crois, à la gouvernance de l'entreprise. Donc, Annie, si tu peux nous… Oui, merci. Bienvenue, Annie. Je suis ravie de pouvoir intervenir parce que la technique m'a fait des misères, là, tout de suite. Bon, bien, alors, je voudrais repartir de ce qu'a dit Laurent Grand-Guillaume dans la façon dont l'expérimentation territoire zéro chômeur longue durée essaye d'aborder ces questions-là. C'est lorsque nous avons à Colombelles décidé de tenter cette expérimentation, c'est en travaillant très directement avec les demandeurs d'emploi, les chômeurs, qu'on a pu construire qu'est-ce que ce serait sur notre territoire qu'une ville finalement de plein emploi et puis qui permettrait d'embaucher tous les demandeurs d'emploi sur des activités utiles et sans détruire l'emploi existant. Ce qui nous a beaucoup étonnés, c'est que en commençant par donner la parole aux chômeurs, et donc c'est pas une vision du tout qui était descendante, ceux-ci sont allés à la rencontre des habitants, des gens du territoire, des acteurs du territoire, et leur ont posé la question, qu'est-ce qui manque pour que vous puissiez vivre mieux sur votre territoire? Et donc là sont sortis plein de projets. Eh bien, il nous faudrait du transport solidaire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de voiture et pas de moyens et puis des difficultés aussi pour se déplacer. Donc voilà, première chose. On a quelqu'un qui dit, moi, je trouve qu'on fait pas assez de vélo, donc j'aime bien le vélo, je sais les réparer, on pourrait monter un atelier vélo. Un autre dit, le bois de Colombelles, il est en mauvais état, j'ai toujours rêvé de travailler dans le bois, j'ai toujours travaillé dans le bâtiment, j'aimerais travailler à l'aménagement du bois.
on a un terrain où il pourrait se faire du maraîchage bio, eh bien, on va essayer de produire des légumes pour que, dans le cadre de cette expérimentation, on puisse cultiver des légumes qui servent aux habitants et surtout qui nourrissent les habitants, surtout à des prix beaucoup plus modestes, etc., etc. Même chose sur la réparation, donc tous nos projets dans l'entreprise qu'on a créée après, Atypique, et tous les emplois ont été des emplois quasiment trouvés et impulsés par les chômeurs eux-mêmes, dans une discussion et dans un débat public avec les habitants et avec la collectivité locale. Et ça, je trouve que c'est très important parce que on relie comme ça cette dimension tant recherchée aussi d'un emploi écologique, vert, on peut l'appeler comme on veut, avec cette dimension sociale, c'est-à-dire comment en fait ces emplois-là changent la vie, pas simplement des demandeurs d'emploi, bien sûr, et des chômeurs en les embauchant, mais aussi les territoires et en particulier les personnes les plus modestes du territoire. Alors ça, c'est bon, c'est pour illustrer un peu la démarche qu'on a essayé d'avoir dans cette expérimentation. Alors l'autre aspect que tu as évoqué, Eva, et qui me tient beaucoup à cœur, c'était l'idée que si on créait des emplois et en plus durables, à durée indéterminée, eh bien les gens seraient heureux. On résoudrait tous les problèmes d'angoisse, de difficultés que les personnes ont pour tenir dans une entreprise. Il faut remarquer que chez nous, et je crois que c'est le cas dans beaucoup d'endroits, beaucoup de chômeurs longue durée ne sont pas là parce qu'ils ont été licenciés ou dans le cadre de la industrialisation. Beaucoup sont partis parce que ils avaient fait des burn-out là où ils étaient, parce que les conditions de travail étaient difficiles et ils ont été détruits aussi souvent par le travail. En tout cas, chez nous, ça a été beaucoup le cas. Et bon, on s'était dit que naïvement que d'avoir un emploi vert, écologique, qui a du sens, ça suffirait pour que les choses aillent bien. C'est pas tout à fait vrai. C'est vrai, heureusement, pour un certain nombre de personnes, mais pas pour tout le monde. Du coup, on est obligé de s'intéresser à l'organisation du travail, au contenu du travail, bien évidemment, et puis le droit à la parole des salariés dans ces entreprises. On a tenté de faire une entreprise avec un conseil d'administration où le collège majoritaire était le collège composé des salariés. C'est pas les représentants du personnel, c'est vraiment des salariés sont à part entière dans le conseil d'administration de l'entreprise. On essaye de mettre en place plein de rencontres, d'espaces de discussion pour améliorer les conditions de travail, discuter le contenu du travail, faire en sorte que ce soit le plus possible à temps choisi. En gros, si on fait pas ça, même s'il s'agit d'emplois verts, et ce qu'on a créé, on a créé 82 emplois là jusqu'à présent, ce qui est pas si mal quand même, c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Eh bien, si on travaille pas ça, même si c'est un emploi vert, même si c'est un emploi utile, je pense qu'on n'atteint pas les résultats qu'on cherche à atteindre, à savoir aussi eh bien éradiquer le chômage et en particulier le chômage longue durée. Du coup, dans cette expérimentation, on a la possibilité, parce qu'il y a la durée, parce que ce sont des contrats à durée indéterminée, parce que on a une aide publique qui nous permet de pas être trop obsédé par le chiffre d'affaires. Il faut qu'on réfléchisse à vraiment repenser l'organisation du travail, repenser le droit à la parole, la démocratie au sein de l'entreprise, pour arriver à faire vraiment des espaces de vie intéressants.
sortir un peu de la seule logique de subordination et en gros ne pas, disons, être trop tenté par quelque chose qui est trop difficile pour beaucoup de gens qui ont été assez malmenés par la vie, à savoir construire son propre travail, l'ubérisation aussi du travail, etc., etc. Voilà. Donc je tenais un peu à dire ça parce que pour moi, si on parle d'emploi vert, il faut aussi et surtout et peut-être même avant tout parler de ça. Merci beaucoup Annie pour la richesse de ton témoignage et les perspectives que tu ouvres effectivement. Dernière invitée, Chloé Ridel, qui vient nous présenter la campagne 1 million d'emplois verts, qui s'inspire d'ailleurs en partie de l'expérimentation Territoire zéro chômeur. Alors Chloé, peux-tu nous présenter cette campagne et peut-être plus largement ce que l'Institut Rousseau propose pour répondre au chômage de masse? Absolument. Merci Eva. Bonsoir à toutes et à tous. Donc la campagne Un emploi vert pour tous, c'était une campagne pour faire connaître une proposition tout à fait innovante, mais qui commence à émerger dans le débat public, qui est la proposition d'une garantie de l'emploi, c'est-à-dire un droit à l'emploi qui existe d'ailleurs déjà et qui a valeur constitutionnelle en France, mais qui n'est malheureusement pas appliqué, et qui veut faire en sorte que toute personne qui demande à travailler puisse le faire dans de bonnes conditions et, si possible, au service de la reconstruction écologique. On est parti du même constat que Territoire zéro chômeur, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de chômage de longue durée en France. Depuis 30 ans, le taux reste stable, c'est-à-dire que le taux de chômage évolue entre 8 et 10% de la population active, mais le taux de chômeurs de longue durée, lui, reste à 40%, autour de 40% du nombre total de chômeurs. Et c'est un taux qui est beaucoup plus élevé, par exemple, que dans la moyenne des pays européens et surtout la moyenne des pays de l'OCDE. C'est 15 points plus élevé. Donc, on a un vrai problème qui ne peut pas être solutionné par le marché et qui demande une action politique forte, volontaire, pour le régler. Donc on a du chômage et en même temps on a de nouveaux besoins qui naissent avec la transition écologique. La transition écologique, c'est pas seulement des emplois d'ingénieurs ou qui vont être créés, mais ça aussi, ça a été dit au cours des différentes prises de parole, des emplois qui s'inscrivent dans le recyclage, l'économie circulaire, la réparation d'objets pour lutter contre l'obsolescence programmée, l'agriculture aussi. Bon. Donc, il faut essayer de joindre ces deux enjeux. D'un côté, le chômage, de l'autre, les besoins de nouveaux emplois dans le cadre de la reconstruction écologique, et c'est ce qu'on a essayé de faire. On a d'abord constaté que le chômage, s'il était une catastrophe souvent pour les personnes qui le vivent, coûte aussi très cher à la société, et ça, je crois qu'on ne le rappelle pas suffisamment et assez souvent. Il y a une étude d'ATD Quart Monde, mais qui est validée par la science économique, qui montre que le chômage dans notre pays coûte 36 milliards d'euros par an à la société. Ce sont des coûts macroéconomiques, une perte de cotisation sociale, une chute de la consommation, mais ce sont aussi des coûts pour le système de santé, puisque on dit qu'en France, le chômage tue 10 000 personnes par an. C'est beaucoup de pathologies sociales qui arrivent avec le chômage, de dépression, de dissolution de la cellule familiale. Et ce sont aussi des coûts pour les finances publiques, le chômage, donc les allocations qui sont versées aux chômeurs, mais aussi les minima sociaux, etc. Ce qui fait qu'on arrive à un coût de 36 milliards d'euros par an. Et on se rend compte que pour, entre guillemets, le même prix, on pourrait financer directement des emplois au SMIC pour les personnes qui en sont privées. C'est ça la logique économique de la garantie d'emploi. Et c'est une politique qui, en réalité, coûterait beaucoup moins cher et serait plus efficace que tout ce qu'on a essayé de faire depuis 30 ans pour remédier au chômage de masse. On a essayé de réduire le coût du travail, donc on a fait des allègements de cotisations sociales. Dernièrement, on a mis en place le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, qui a coûté extrêmement cher pour des résultats bien plus faibles qu'attendus. Le CICE devait créer 1 million d'emplois. Il en a créé entre 100 000 et 160 000, selon les dernières évaluations, pour un coût par emploi de l'ordre de 280 000 euros par personne par an. Donc, c'est extrêmement élevé et c'est en fait 10 fois plus cher qu'un dispositif comme le Territoire zéro chômeur. Donc, ça doit vraiment nous interroger et ça doit nous amener vers de nouvelles solutions. En tout cas, c'est ce que nous croyons à l'Institut Rousseau et nous proposons de mettre en place progressivement en France un système de garantie de l'emploi
qui offrira à toute personne qui souhaite travailler, ce n'est pas un dispositif de travail forcé obligatoire, mais tout chômeur qui souhaite travailler devra pouvoir le faire avec un emploi qui soit rémunéré au SMIC et, si possible, dans des emplois qui soient utiles à la transition écologique, dont on a répertorié plein. Mais on peut penser donc à la réparation d'objets, au recyclage. Plusieurs entreprises à but d'emploi dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur font déjà ce genre d'activité, du recyclage de verre, de la réparation de vélos. On peut aussi penser à l'agriculture, puisque si on veut sortir notre système agricole des intrants chimiques, ça va être plus intensif en emploi. Si on veut faire passer des exploitations en permaculture, etc., il va falloir recréer des emplois dans l'agriculture. Et ça, il ne faut pas que ce soit tabou. Et c'est des emplois qui doivent être revalorisés. On peut aussi penser à tous les emplois, les gisements d'emploi du tourisme. La France est la première puissance touristique mondiale et on a beaucoup à faire pour créer un secteur du tourisme vert. Donc là aussi, ce sont des emplois à la clé pour gérer nos parcs nationaux, nos forêts, etc. Donc il y a vraiment, je pense, un vivier massif d'emplois et il faut que la puissance publique soit capable de mettre ces emplois en face des personnes qui sont privées de travail et pour essayer de se faire joindre les deux bouts. Et en cela, c'est vrai que Territoire Zéro Chômeur est une expérimentation très inspirante parce que c'est une expérimentation qui part des territoires, des besoins des territoires, de ce que les gens savent faire. Et ça, je pense que c'est effectivement l'avenir des dispositifs en matière de politique de l'emploi, mais ce sera sans doute pas suffisant. Il faudra aussi penser à d'autres dispositifs comme le financement de contrats aidés pour ces chômeurs de longue durée en entreprise avec des conditionnalités sur la décarbonation de l'activité de ces entreprises qui bénéficieront de ces contrats et des contrats en association, en collectivité. Voilà, mais tout ça, ça demande effectivement un volontarisme de la puissance publique très fort pour arriver à créer 1 million d'emplois verts et puis progressivement parvenir à une garantie de l'emploi en France. Merci Chloé. Dans vos propositions, il y a, si je ne me trompe pas, une forme de généralisation un peu de Territoire Zéro Chômeur longue durée. Donc, avant qu'on ouvre le débat avec les auditeurs et que je donne la parole à Yannick, je voulais avoir un peu la réaction de Laurent sur les propositions de l'Institut Rousseau et notamment sur cette généralisation un peu de l'expérimentation que l'Institut propose. D'abord, il faut saluer le fait qu'un think tank se saisisse de la question du droit au travail, ou du droit à l'emploi pour tous, car cela fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu un travail sérieux sur le sujet. Nous, si vous voulez, du point de vue des acteurs de Territoire Zéro Chômeur longue durée, on ne défend pas une généralisation de l'expérimentation, car on considère que pour que cela marche, pour que cela fonctionne, il faut qu'il y ait une volonté en face, il faut qu'il y ait un territoire mobilisé qui s'approprie le projet, qui le définisse et qui le fasse avec les acteurs et donc avec les personnes qui sont privées durablement d'emploi. Mais après, la proposition faite par Chloé et par le think tank, bien sûr, de l'Institut Rousseau, est une proposition qui va dans le bon sens, puisque il faut plusieurs initiatives, finalement, qui convergent pour pouvoir faire en sorte d'appliquer le droit à l'emploi pour tous au sens de l'exhaustivité. Et j'insiste sur l'exhaustivité. L'exhaustivité, c'est de ne laisser personne au bord du chemin. C'est s'adresser à toutes les personnes, quelle que soit leur situation, pour adapter l'emploi aux personnes. Donc cette proposition, comme d'autres que l'on voit parfois aussi émerger aux États-Unis avec le Green New Deal, avec des post-keynésiens ou d'autres propositions, de toute façon, sont amenées à converger avec leurs identités propres pour ce but commun, qui est celui de proposer une solution à toutes les personnes et d'inscrire cette solution dans la transition écologique. Voilà, ça, c'était aussi quelque chose, bien sûr, sur lequel nous sommes tous mobilisés. En effet. Merci Laurent. Alors, Yannick va conclure ce premier tour de table avant qu'on donne la parole à tous les auditeurs. Alors, Yannick, tu as écouté nos invités. On a vu comment la transition écologique était porteuse d'emploi, y compris pour les territoires ruraux et pour les personnes éloignées de l'emploi. Je voulais te demander de conclure cette première partie et te demander ce que t'inspire un peu ces expériences de terrain et ces propositions pour l'avenir.
Et plus largement, qu'est-ce que les écologistes porteront pour 2022 comme proposition pour l'emploi, pour l'ensemble des secteurs et des territoires, et je pense notamment à l'industrie. Je sais que c'est un sujet auquel tu es très sensible. Merci, merci à toutes et à tous. C'est vraiment passionnant et je trouve que ça donne beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme. Et dans ce moment où il y a une forme de résignation, de tristesse qui s'est installée dans notre pays, c'est extrêmement positif et nous avons besoin de ces succès, de ces expériences réussies. Il y avait il y a quelques années, un très bon bouquin de Pierre-Noël Giraud, qui était, alors on l'appellerait plus comme ça s'appelle L'homme inutile, et qui expliquait combien, parfois, pour une partie de nos concitoyennes et de nos concitoyens, il y avait un sentiment profond d'inutilité aux autres et d'inutilité à soi-même, du fait notamment de l'éloignement de l'emploi. Et on a vu toutes ces dernières années ces discours politiques autour de l'assistanat. On voit encore aujourd'hui en permanence répéter, y compris face à la pandémie, que celles et ceux qui sont en difficulté sociale, en grande fragilité, qui ont du mal à accéder à un emploi qu'ils recherchent ou qu'elles recherchent pourtant, sont pointés du doigt. Souvenons-nous de l'expression « il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un boulot ». Et donc, il va falloir dans les mois qui viennent, en tout cas, c'est notre volonté, nous qui portons une grande alternative pour une belle alternance en 2022, qui va être d'abord, évidemment, de rapprocher le maximum de personnes de l'emploi. Et y compris le débat économique a profondément évolué. Laurent parlait de ce qui se passe aux États-Unis, mais il y a toute cette idée maintenant, ces réflexions autour de ce qu'on appelle mettre l'économie en régime de haute pression, c'est-à-dire qu'avec un plan de relance très puissant, mais un plan de relance ciblé, nous proposons dans la plateforme d'idées 2022 l'écologie 50 milliards d'euros par an, la moitié pour la reconstruction écologique, tous les secteurs ont été cités, et l'autre moitié pour la réparation de la société. On voit combien nous avons besoin de réaménager nos territoires, d'avoir des services publics un peu partout sur nos territoires, d'avoir de l'école, de l'hôpital, du commissariat, de la gendarmerie, des tribunaux, d'avoir de la culture. Nous avons besoin d'avoir une société qui retrouve du sens, qui retrouve du lien. Et évidemment, au-delà de ces 50 milliards d'euros par an, l'idée, c'est effectivement d'avoir un tel niveau de relance que on fait baisser fortement le niveau, évidemment, de chômage. On remet beaucoup de personnes en activité et y compris la pression qu'on met sur l'économie permet, en descendant le niveau de chômage, de faire aussi monter les salaires dans l'ensemble des secteurs et dans l'ensemble de l'économie. Donc, il y a déjà ce premier point, évidemment, faire de la relance utile, à la fois en mettant les montants qui conviennent, et puis, c'est une de nos propositions aussi, de conditionner chaque euro d'argent public. Évidemment, ce qui relève des baisses de cotisations, ça fait partie des propositions de l'Institut Rousseau, ce qui relève de l'investissement, ce qui relève des marchés publics. L'ensemble des euros d'argent public doivent être conditionnés à la question du climat, à la question du progrès social, et on pense, Annie le rappelait, à la codétermination dans les entreprises, faire que les salariés, alors c'est pas forcément toujours les salariés qui dirigent l'entreprise, on sait que c'est pas le modèle principal dans l'économie, mais que au moins les salariés soient à parité dans les conseils d'administration. Et donc il y a toute cette relance, et tu l'as dit Eva, il y a un enjeu très puissant autour de l'économie circulaire, qui est une économie
dont on doit davantage parler, dont on doit peut-être mieux parler, parce qu'il faut avouer que le terme économie circulaire ne dit pas grand-chose dans la société. En revanche, quand on parle de sobriété, de fin du gaspillage, quand on parle de réemploi, quand on parle de réparation, quand on parle de recyclage, quand on parle d'innovation technologique, sociale, démocratique autour de cette nouvelle économie, quand on parle de relocalisation d'un tissu industriel et de services circularisés, ça parle davantage. Et puis, il y a l'industrie lourde qui existe encore sur nos territoires. Et là, l'enjeu, ce n'est pas toujours de réindustrialiser, mais c'est d'éviter que ces industries partent. J'ai été il y a quelques jours, quelques semaines du côté de Chambéry, dans la Tarentaise et aussi en Isère. Il y a Ferropem, qui est une entreprise qui produit du silicium et qui, du fait de ces fusions-acquisitions, du fait d'investissements hasardeux, ferme 2 usines à Château-Feuillé et au Claveau en Isère. Et c'est 350 salariés et 2 usines qui sont en train de fermer, alors que ce qu'ils produisent, c'est du silicium. Le silicium, on en a besoin pour les panneaux photovoltaïques, on en a besoin pour les batteries électriques, on en a besoin pour les aciers haute performance, on en a besoin pour faire du matériel médical. Autant dire que tous ces secteurs d'avenir qui vont de toute façon se développer, il y a bien un sujet, nous, de les faire développer sur nos territoires et d'éviter que ces entreprises disparaissent. Donc, on a toute cette capacité à la fois par la relance, par une relance ciblée, par une relance conditionnée, à remettre de l'activité partout sur nos territoires. Et puis, il y a ce que vous avez raconté ce soir, qui concerne souvent les personnes qui sont depuis un moment éloignées de l'emploi. Et on voit à quel point il y a une frustration, et tu l'entends, Laurent, vous l'entendez toutes et tous, sur le fait que à la fois il faut la condition de réussite de ces territoires zéro chômeur notamment, c'est l'appropriation complète du dispositif par les personnes qui en sont les actrices et les acteurs, et à la fois il y a une frustration d'avoir un modèle qui soit plus large et qui permette à l'échelle du territoire national et donc à l'échelle de, je ne sais pas combien, 6500 territoires zéro chômeur, si j'ai compris à peu près le format d'intervention, que le dispositif s'amplifie. Et on voit bien avec l'Institut Rousseau l'idée qu'on rajoute les contrats aidés, qu'on peut rajouter aussi les entreprises, toutes celles qui sont en insertion en activité économique. Et donc, il faut trouver la puissance de frappe, j'allais dire, pour que ces territoires, ces dynamiques s'enclenchent. Et moi, je pense qu'il peut y avoir peut-être des initiatives, en tout cas, c'est ce qu'on porte, puisqu'on est très girondin, on croit beaucoup dans l'intelligence collective à l'échelle des territoires. Là encore, c'est dans nos propositions. L'idée qu'on puisse, notamment pour ce qui concerne tout le secteur ou toutes les activités nécessaires, utiles, mais qui ne sont pas aujourd'hui couvertes par le secteur marchand ou mal couverts par le secteur marchand, qu'il y ait sur chaque territoire un processus d'identification de ces besoins. On a parlé de transition écologique, tu l'as dit Chloé, on est dans une réflexion sur tous nos territoires, par exemple autour du tourisme durable. Évidemment, je sais que ça fait partie des activités développées par les territoires zéro chômeur, de valoriser nos terroirs, que ce soit d'ailleurs des terroirs ruraux ou des terroirs urbains, pour y compris rendre tous ces terroirs plus attractifs, plus vivants. Et donc, on a tous ces sujets d'identification à l'échelle locale par tous les acteurs du territoire, des élus, des entreprises, évidemment, des collectivités, des chercheurs, de l'ensemble des associations, de ces activités utiles,
mais aujourd'hui non pourvus, et y compris non pourvus en femmes et en hommes pour réaliser ces activités. Et qu'à partir de cette identification-là, on pourrait avoir une palette d'outils, notamment effectivement la dynamique des territoires zéro chômeur, mais d'autres outils pour qu'on réponde le plus vite possible à cette demande, à ces besoins. Et je conclurai là-dessus, ma certitude, parce qu'on le voit, on l'a vu avec les gilets jaunes, on le voit dans les études qui sont faites, quand on ferme une gare de proximité, un bureau de poste, le dernier commerce, quand on va fermer un hôpital, il y a de moins en moins d'activités économiques, il y a de moins en moins d'emplois, il y a souvent de moins en moins de services publics, de moins en moins de culture et de moins en moins de démocratie. Et c'est là qu'on voit le Rassemblement national se retrouver en situation parfois dramatiquement dominante. Et donc, c'est aussi une réponse à nos enjeux de démocratie, c'est aussi une réponse à nos enjeux d'aménagement du territoire, partir de ces territoires et casser les logiques, que ce soit pour l'emploi, pour la répartition des richesses ou pour l'activité économique, casser cette satanée logique du ruissellement qui veut faire croire que plus les riches s'enrichissent et mieux s'en trouveront les pauvres, ou que plus les métropoles s'enrichissent et mieux s'en trouveront l'ensemble de nos territoires. Il faut casser ça, et vos expériences sont absolument enthousiasmantes parce qu'elles démontrent que justement on peut casser ces dynamiques et on peut les casser avec beaucoup d'efficacité, beaucoup de bonté, de bienveillance, de générosité, de sens, et on peut les casser avec beaucoup d'efficacité économique, ce qui est quand même aussi là une excellente nouvelle. Merci. Merci beaucoup Yannick pour ce message d'espoir. Je vais me tourner vers Romain qui, je crois, a reçu beaucoup de questions. Et je crois d'abord beaucoup de questions sur l'expérimentation territoire zéro chômeur. Micro. On t'entend pas, Romain. Alors, il faut que tu… Désolé, pardon. Oui, effectivement, il y a beaucoup de questions sur le dispositif territoire zéro chômeur, notamment une question de Maria Tala. Alors, le début, on a commencé à y répondre, mais la deuxième partie est intéressante. Quels sont les critères de choix d'un territoire zéro chômeur et quelle est la plus-value de ce dispositif par rapport à d'autres dispositifs de lutte contre le chômage? Ça peut être une question notamment pour Laurent Grand-Guillaume ou Annie Berger. Laurent, peut-être? Oui, alors sur les critères, ils sont assez simples. C'est d'abord proposer, bien sûr, des activités qui n'entrent en concurrence avec aucune activité existante. Avoir un territoire de 5 à 10 000 habitants pour commencer, parce que c'est pas évident d'identifier les activités non concurrentes sur un très grand territoire. Et bien sûr, faire en sorte que les personnes privées durablement d'emploi soient bien, non pas seulement associées au projet, mais actrices du projet, voilà, dès le départ. Ça, ce sont des points très importants, et viser l'exhaustivité, qui est notre boussole, finalement. La boussole, c'est bien de proposer une solution à toute personne. Donc, ils vont démontrer, quand on présente le projet, ils font démontrer comment on a pris en compte cette recherche de l'exhaustivité. Quelqu'un qui viendrait présenter un projet en disant, bah, écoutez, on va traiter 10% des personnes, ce n'est pas possible. Il faut bien viser l'exhaustivité, donc s'adresser à toutes les personnes. Donc voilà, en quelque sorte, en résumé, les critères qui sont assez simples sur les fondamentaux du projet. Oui. Annie, peut-être en complément? Oui, un tout petit complément. Ce que j'ai trouvé d'original dans la démarche territoire zéro chômeur, c'est pas simplement à terme l'idée d'avoir ces entreprises qui permettent de donner un emploi à tous ceux qui le souhaitent sur un territoire, mais c'est la création d'instances, peut-être que Laurent en avait parlé, comité local pour l'emploi. Qu'est-ce que c'est que cette instance? C'est vraiment une instance de débat public entre à la fois les élus d'une commune, les services publics qui travaillent sur cette commune, notamment les services de l'emploi, du travail, Pôle emploi, les services sociaux aussi,
et puis les organisations syndicales du territoire qui ont quand même leur mot à dire. C'est très important pour moi dans Territoire Zéro Chômeur que le dialogue existe avec les organisations syndicales qui veillent bien légitimement à la qualité du travail. Et puis surtout, évidemment, alors les associations, les habitants qui sont regroupés, qui aussi ont leur mot à dire en tant que, disons, acteurs du territoire pour penser son développement, mais aussi en tant que futurs clients de l'entreprise et clients associés qui veillent à la qualité aussi des prestations qui seront rendues. Et puis, bien évidemment, au cœur de tout ça, la mise en route des chômeurs eux-mêmes qui sont les premiers invités à, et comme on l'a déjà dit, à penser ces activités sans doute peu rentables, mais très utiles à la population et qui changent la vie du territoire. Donc cette dimension du comité local, qui est une instance qui de démocratie participative, alors poussée à son extrême, est très importante. Et c'est vraiment ça qui, à mon sens, fait la grosse différence avec tout ce que moi j'avais pu regarder comme démarche pour repenser l'emploi, l'activité et à terme le bien vivre sur le territoire. Je répète, on travaille pas pour, on travaille pour, parce que ça permet à tout le monde de mieux vivre. Sinon, c'est pas la peine. Merci Annie, j'ai l'impression que tu as répondu finalement à la question que nous avions pour toi et qui suivait, qui était comment faciliter la rencontre entre un besoin identifié sur un territoire et les désirs d'activité d'un chômeur longue durée, puisque tu étais partie de ça tout à l'heure dans ton exposé. Donc, est-ce que c'est ces comités locaux pour l'emploi qui permettent d'identifier ces besoins et d'identifier en même temps aussi les souhaits des chômeurs longue durée et leur activité? Oui, je peux dire un mot, je l'ai peut-être pas bien expliqué, mais dans les comités locaux, les demandeurs sont représentés. Et dans la façon en tout cas celle qu'on a utilisée chez nous, de construire l'entreprise, on a constituer un petit groupe de ces chômeurs volontaires, un petit groupe. Il faut vous rendre compte que quand même c'est impressionnant. On avait dès le départ mobilisé plus d'une trentaine de chômeurs qui pendant presque un an, avant qu'on soit retenu et labellisé, ont fait ce travail d'identification des emplois qui seraient nécessaires, sont allés à la rencontre du territoire, des habitants, ont discuté avec tous les acteurs dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ce qui nous a vraiment beaucoup impressionné, je le dis parce que c'est une expérience fabuleuse, c'est que pendant tout ce temps-là, les chômeurs n'ont pas été ni aidés, ni indemnisés, ni en stage de préparation. C'est vraiment sur une démarche volontaire et citoyenne qu'ils se sont engagés dans cette démarche-là. Et voilà, c'est pour montrer que si on fait confiance aux citoyens, aux chômeurs pour aussi avancer, définir les choses, on peut aussi changer beaucoup de choses dans notre société. Merci Hélène. Non, pardon, merci Annie. Je pensais déjà à Hélène puisque la question suivante s'adresse à elle. Romain, je crois que tu as cette question. Exactement, une question de Fatima Kuni qui demande si les emplois en insertion débouchent sur des CDD. Hélène Osmond. Alors, du coup, les emplois en insertion, notre objectif, c'est que les salariés restent maximum 2 ans et qu'on les accompagne pour qu'ils retrouvent soit un emploi, soit une formation. Ça arrive qu'ils puissent être embauchés par la structure, mais c'est assez rare parce que on crée pas des emplois non plus tous les jours permanents. Non, le plus courant, c'est en fait, on a un taux dans ce qu'on appelle de 75% de sorties positives, c'est-à-dire des gens qui sont soit entrés en formation, soit qui ont trouvé un CDD, soit qui ont trouvé un CDI. Alors, je vous cache pas, le taux de sortie en CDI, il est plutôt réduit. On est aux alentours de 15% de personnes qui trouvent un CDI directement après le chantier d'insertion, parce qu'on a aussi des personnes qui sont très très loin de l'emploi. On a là, sur notre dans les Yvelines, on va avoir autour de 30% de personnes
personnes qui sont pas francophones et qui ne savent pas lire et écrire pour beaucoup. Donc on part quand même d'une situation de faible employabilité. Après, on aime à penser aussi que voilà, il faut regarder aussi les résultats sous une autre forme. C'est aussi la resocialisation de personnes qui vont être dans un contexte où ils vont pouvoir faire des actions qui vont être valorisantes aussi pour eux. C'est aussi des personnes qui vont pas pendant ce temps-là être bénéficiaires du RSA ou des allocations chômage, mais qui vont participer à un emploi qui va participer à des actions environnementales et collectives. Donc voilà, en fait, on va dire une transformation de 75% des gens en moyenne qui trouvent une solution, mais aussi 100% aussi qui sont accompagnés pour au moins bénéficier de formation et puis avoir une période où ils puissent participer dans un projet collectif. Merci Hélène. C'est important, je pense, ce que tu viens de dire, parce qu'il y a eu une mise en cause un peu des contrats aidés de façon générale sur leur faible efficacité en termes d'insertion dans l'emploi pérenne. Et je pense qu'il est important de rétablir quelques vérités à ce propos. Sur les chantiers d'insertion sont, je crois, en plus, s'adressent particulièrement aux personnes qui sont les plus éloignées de l'emploi. Donc, on voit bien que même là, il y a une efficacité, effectivement, de ce type de contrat. Romain, je crois qu'on a ensuite peut-être une question sur l'emploi des jeunes. Alors, exactement. Sarah Cabert qui demande, alors ça peut être plutôt pour Olivier Demour, bonjour, allier écologie et emploi est important, mais quelle perspective pour l'emploi des jeunes? Peut-être Olivier Oui, mais merci. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet assez actuel. Déjà, effectivement, la première perspective qui serait le premier palier, ce serait de répondre à l'urgence. Et répondre à l'urgence, que ce soit pour les jeunes qui soient étudiants, mais aussi les jeunes qui avaient une activité et qui n'en ont plus, c'est donc un revenu. Ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il faut pouvoir remédier à cette précarité grandissante, à la fois des jeunes étudiants, mais aussi de tous les jeunes qui ont perdu leur emploi ou qui n'ont pas pu bénéficier pour X ou Y raison du chômage partiel, les intérimaires par exemple. Ça, c'est le premier palier. Le second, c'est qu'effectivement, il faut répondre à ce besoin-là un petit peu plus sur le long terme, en tout cas à moyen terme. Pour le coup, il y a deux solutions. La première, c'est effectivement, je le répéterai pas parce que ça a été assez bien dit avant, c'est le plan de relance et c'est pouvoir accompagner tous ces jeunes qui sortent de formation initiale. Un jeune qui est formé au paysagisme, il a envie d'être paysagiste, donc il faut pouvoir faire en sorte qu'il soit employable localement. Et le second point, et qui je pense est aujourd'hui largement sous-estimé, ça a été souligné dans plein d'études, il suffit juste de s'y rendre aussi, en particulier dans les villes moyennes et les territoires ruraux, c'est vrai, mais aussi même dans les grandes métropoles, c'est l'appétence pour les jeunes pour aussi créer une entreprise, pour créer une activité économique. Ça a été aussi très bien dit dans le livre de Benoît Coquart, Ce qui reste. Et je crois qu'il faut accompagner cette envie-là par les pouvoirs publics, via évidemment des prêts à taux zéro, mais c'est pas suffisant, surtout via du subventionnement d'activité. Donc quand on a moins de 35 ans, moins de 30 ans, moins de 25, ça c'est un âge à déterminer, que l'État accompagne à la fois par une offre d'accompagnement, mais aussi par du subventionnement, le lancement de nouvelles activités. Et c'est, je pense, très important parce que ça permet de répondre à des besoins locaux, puisque ces jeunes-là vivent sur leur territoire, ils savent très bien ce qui s'y passe. Je recite l'exemple de la ferme, de la serre agroécologique, qui a été créée dans la Manche par deux agriculteurs de 26 ans. Je pense que une subvention à la création de cette entreprise de 40 000, 50 000 euros aurait pu, par exemple, largement les aider et permettre de développer beaucoup plus cette activité et d'employer d'ailleurs. Merci beaucoup. Je crois qu'on a ensuite une question pour Yannick sur la reconversion surtout des salariés des secteurs en difficulté. Romain, si tu peux nous lire cette question. Exactement. On a une question de Kouira Tayeb qui demande « N'aurait-il pas fallu profiter de cette crise sociale pour lancer une reconversion des salariés du transport aérien
notamment grâce au contrat PROA ou bien le CPF. Le micro, Yannick. Merci. Il est évident qu'on a des secteurs qui vont subir des transitions. Par rapport à ça, on a deux choix. On continue à mettre la tête dans le sable, c'est-à-dire que on déverse des milliards d'argent public sans conditionnalité. C'est quand même globalement ce qui se fait depuis plus de 15 ans dans le secteur automobile ou dans le secteur aéronautique. Et on espère que la machine va se relancer à l'identique et que les projections qu'on avait avant crise vont se réaliser, que ça soit pour l'automobile ou pour l'aéronautique. Moi, j'ai en tête une excellente tribune qui avait été faite par 700 élèves ingénieurs de Toulouse, élèves ingénieurs à Supaéro, donc vraiment l'école qui forme à l'aéronautique. Et il disait combien à la fois ce métier auquel il se préparait était une passion et combien il réalisait qu'il ne pourrait pas y avoir du transport aérien dans les mêmes conditions avec la même ampleur qui est ce qui était prévu. Alors évidemment, tant mieux si on invente des carburants et des avions qui polluent moins, mais il est évident qu'il y a un enjeu d'ampleur du trafic aérien. Et leur demande, c'était de dire on a des compétences incroyables et on est prêt à les mettre au service de cette économie circulaire, de ces énergies renouvelables, de la recherche dans l'hydrogène. Autant de secteurs qui demandent de très hautes compétences et qui pourraient utiliser ces élèves ingénieurs. Et donc, quand je pense au secteur automobile, on a les gouvernements Sarkozy à l'époque, après la crise financière de 2008, ont déversé près de 5 milliards d'euros d'argent public sur les secteurs automobiles, je l'ai dit, sans conditionnalité sociale ni environnementale. Non seulement le secteur automobile a voulu échapper parfois aux normes environnementales, que ce soit sur le CO2 ou sur le NOx pour le diesel, ça s'est terminé avec le Dieselgate. Bon, c'était Volkswagen, mais les groupes français n'y ont pas totalement échappé. Mais en plus, on a perdu 25 à 30% des salariés sur le territoire français en 10 ans, des salariés de l'automobile. Alors, les enjeux, je l'ai dit, c'est à la fois d'investir sur des filières de mobilité pour éviter qu'on achète des bagnoles chinoises pilotées par Google, qu'on prenne à bras-le-corps cette question de la mobilité douce, évidemment avec des alternatives à l'automobile, mais quand il s'agit de l'automobile qui, sur de nombreux territoires, est encore nécessaire, des automobiles qui polluent moins, qu'on prenne à bras-le-corps et qu'on assume la sécurisation des parcours professionnels. Et là, il faut des contrats de sécurisation qui évitent que les personnes se mettent au chômage ou soient mises dans des situations de chômage. Il faut avoir ces contrats de sécurisation professionnelle. Et puis, si vous me permettez, moi j'ai deux questions à nos intervenants. La première question à Chloé. Alors, petit point d'explication. Pour moi, le CICE, c'est effectivement 25-30 milliards d'euros par an. Et il me semble que les 160 000 emplois, c'est sur l'ensemble des années du dispositif. Donc, on est probablement aujourd'hui, depuis que ça a été mis en place, à 160 milliards d'euros dépensés, ou peut-être un peu moins, il faudrait calculer le nombre d'années, je l'ai plus totalement en tête, mais pour 160 000 emplois, donc peut-être que le coût par emploi du CICE est absolument astronomique. Deuxièmement, comment vous pensez le processus, j'allais dire démocratique, parce que on a beaucoup insisté là-dessus, de massification des emplois verts, justement pour à la fois conserver
l'identité de ces dispositifs très participatifs, qui sont un des aspects essentiels de la réussite, pour en même temps massifier le dispositif. Et puis je vais reposer la même question à Laurent, que j'ai posé tout à l'heure. C'est l'enjeu de la massification des territoires zéro chômeur. Je sais quelle est la difficulté, le souci que vous avez autour de cette initiative, au fond de diffuser tout en gardant son identité et ses éléments de succès, mais comment on peut quand même trouver le moyen, y compris en gardant ce dispositif de zéro chômeur, territoire zéro chômeur, comment on peut accélérer sa territorialisation ou sa massification, si on peut employer ce terme-là. Je me lance, donc merci beaucoup Yannick pour tes questions qui sont effectivement très importantes sur le CICE. Tu le mentionnais, c'est quelque chose qui a coûté extrêmement cher. La raison des chiffres que j'ai donnés, donc le CICE n'existe plus, d'accord ? Il a été supprimé en réalité il y a quelques années, en 2018 je crois, et l'évaluation qui a été faite par notamment France Stratégie ou le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques montre qu'il y a un coût de 28 milliards d'euros effectivement chaque année, mais pour 100 000 emplois, 160 000 emplois créés, mais c'est parce que on les compte, ces emplois qui ont duré pendant toute la durée du dispositif. Donc pour chaque année, on comptait que le CICE permettait de créer ou de maintenir ces 100 000 à 160 000 emplois. Donc on retombe sur un coût qui reste exorbitant de 280 000 euros par emploi par an. Je vous rappelle, le prix d'un SMIC, c'est de l'ordre de 22 000 euros par an. Donc, plus de 10 fois moins. Et par comparaison encore, en 2016, il y avait 3,3 milliards d'euros de dépenses publiques qui servaient au financement de 400 000 emplois sous la forme de contrats aidés. Donc, on voit d'un côté 100 000 emplois pour 28 milliards et de l'autre 400 000 emplois pour 3,3 milliards. C'est pourquoi moi je crois, et nous croyons d'ailleurs à l'Institut Rousseau, dans l'intérêt des contrats aidés pour arriver à la massification dont tu parlais. Parce que c'est vrai que territoire zéro chômeur, c'est quelque chose d'expérimental qui demande du temps. Une entreprise à but d'emploi, Laurent, tu me corrigeras si je me trompe, mais il faut au moins 2-3 ans pour parvenir à un projet de territoire qui inclut tout le monde, etc. Donc, c'est pas comme ça qu'on va, dans un contexte de crise comme celui que nous traversons, arriver à répondre au choc du chômage et offrir tout de suite une solution satisfaisante à nos concitoyens qui cherchent du travail. Donc, il faut chercher à massifier. C'est pourquoi je pense que le financement de contrats directs en entreprise, mais toujours avec cette idée de conditionner l'argent qu'on donne aux entreprises, non seulement à ce que ça serve directement à la création d'emplois, mais en plus à ce qu'il y ait un biais. Ça ne peut bénéficier qu'aux entreprises diverses, c'est-à-dire qui s'engagent dans la décarbonation de leur processus d'activité. Donc, ce serait un nouveau type de contrat aidé vert. Voilà, on peut inventer quelque chose comme ça. Et puis, on peut aussi songer à un second plan de relance. On en parle beaucoup. Il y a une petite musique qui monte, qui comporterait une jambe sociale de création d'emplois verts massivement. L'Union européenne oblige à ce que 37% des dépenses du plan de relance soient fléchées sur la transition écologique. Et ben pourquoi pas se servir de cet argent pour financer des emplois spécifiquement pour les personnes qui en sont privées depuis longtemps, dans le cadre d'un second plan de relance. Donc, pour massifier, je pense qu'il faut effectivement chercher à financer d'abord des contrats aidés et parallèlement conduire, dans le cadre de territoire zéro chômeur, dans le cadre de l'insertion par l'activité économique, des projets innovants. Et je pense qu'il y a des gisements partout sur notre territoire. Je prends souvent l'exemple du territoire d'où je viens, moi, un petit territoire du Gard rural. On a des terres partout autour du village qui sont inexploitées et qu'on pourrait exploiter. Et à côté de ça, on a des gens qui doivent faire 20 km en voiture pour aller faire leurs courses au Lidl. On n'a plus d'épicerie dans le village, on n'a plus rien, on n'a plus de café. Donc, commençons par recréer
ces services d'épicerie dans les villages, ces services de café, de boulangerie, et en remettant des gens au travail qui cherchent du travail dans ces territoires ruraux-là. Je pense que c'est un double effet gagnant. Voilà. Par rapport à la question de Yannick, le Conseil d'évaluation scientifique qui a évalué Territoire Zéro Chômage Longue Durée récemment démontre que l'essentiel des personnes qui ont eu un emploi en contrat à durée indéterminée avec l'expérimentation n'auraient pas eu de contrat à durée indéterminée par ailleurs. Donc ça, c'est un premier sujet important. Cela montre que c'est une solution qui est portée par les acteurs du territoire, qui ne serait pas portée par ailleurs. Et on devrait se poser la question de savoir pourquoi, depuis plusieurs décennies, tous les dispositifs qui ont été mis en place descendants, finalement, n'ont pas fonctionné. Pourquoi? Parce que les faits sont têtus. C'est que le nombre de personnes privées durablement d'emploi ne cesse d'augmenter. C'est bien qu'il y a un gros problème. Alors, le gros problème, il vient du fait que les dispositifs ne sont jamais adaptés au fonctionnement d'un territoire, c'est-à-dire à la présence des acteurs, à leur fonctionnement et à leurs interactions, à leur représentation, mais aussi à la question de la culture, car qu'est-ce qu'un territoire si ce n'est la rencontre entre la nature et la culture? Donc, la question culturelle n'est jamais prise en compte, c'est-à-dire de comment fonctionne le territoire, comment les acteurs se mobilisent entre eux pour faire des choses. Et donc, c'est à l'échelle du territoire qu'il faut concevoir les choses. Ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire grandir le projet et de passer à l'échelle. Ça veut dire qu'il faut inventer les systèmes apprenants qui, dans un département et dans une région, vont permettre aux territoires qui expérimentent et à ceux qui veulent expérimenter de pouvoir le faire. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans toutes les régions de France, avec des grappes régionales qui sont la rencontre des deux, des territoires qui expérimentent et des territoires qui veulent expérimenter pour apprendre les uns des autres et ainsi se mettre en mouvement pour faire les choses. Et ça, je pense, c'est une façon de concevoir les choses différemment, car il faut environ 1 an et demi pour lancer un projet dans un territoire. Mais c'est finalement le temps de la démocratie, c'est le temps du dialogue, c'est le temps de l'appropriation du projet. Or, on est dans une société dans laquelle le marketing nous impose ses choix et dans lequel tout devrait être immédiat. Poser des schémas dans lesquels il y a de la place pour le dialogue, il y a de la place pour des comités locaux, il y a de la place pour la démocratie, il y a de la place pour construire ensemble, eh bien, il faut du temps. Voilà, il faut réapprendre à y mettre du temps. Et donc, Territoire Zéro Chômage Longue Durée n'est en rien, par exemple, opposé à la solution que porte Chloé avec l'Institut Rousseau. Tout cela est complémentaire. Et finalement, par les rencontres et par le dialogue, on inventera peut-être tous ensemble une autre voie qui s'ajoutera à toutes celles qui existent aujourd'hui. Donc voilà, j'ai envie de dire que ce passage à l'échelle est possible, mais il impose de prendre du temps, voilà, dans une démocratie où nous sommes convoqués uniquement au moment des élections tous les 5 ans. Merci beaucoup, Laurent. Et on ne va pas pouvoir prendre d'autres questions parce qu'on arrive malheureusement au bout de ce webinaire. Merci pour toutes vos interventions qui ont ouvert des perspectives d'avenir, je crois, pour l'emploi, mais aussi pour la démocratie sociale, la démocratie participative, et aussi pour cette jolie idée que portait Olivier, la société de proximité, qui, je crois, va nous inspirer longtemps. Yannick, si tu veux bien nous délivrer un mot de conclusion après cette 1h20 passée ensemble. Merci, merci pour vos interventions, merci pour ce que vous faites. Je dis régulièrement que la société écologique et solidaire, elle n'est pas inventée, elle existe déjà. Et que le sujet n'est pas, encore une fois, de réinventer la roue. Il est pour nous, responsables politiques, de prendre ce qui se passe bien dans la société, ce qui va bien, et de le sortir des marges des politiques publiques pour mettre ces solutions au cœur des politiques publiques. Donc, ça veut dire d'avoir des politiques publiques à l'échelle des enjeux, des défis. On l'a dit, il va falloir reconstruire, réparer notre pays, notre économie, les liens sociaux et puis parfois les personnes qui ont été durement abîmées par un système et un modèle qui leur ont dit là vous avez de la valeur, là vous n'en avez plus,
là vous êtes utile, là vous êtes devenu inutile. Et une fois que vous êtes devenu inutile, c'est de votre faute. Et on va de plus en plus resserrer les contraintes sur un assistanat supposé. Toutes les expériences que vous portez les unes et les autres montrent qu'il n'y a pas d'assistanat, montrent que les femmes et les hommes, y compris parfois dans des vies, je l'ai dit, brisées, abîmées, des carrières professionnelles hachées, retrouvent grâce à des dynamiques collectives, grâce à des dynamiques locales, grâce à la bienveillance, grâce à l'écoute, grâce à la reconnaissance des compétences, des parcours, de cette diversité, arrivent à retrouver un chemin qui est aussi un chemin parfois de socialisation et qui est un chemin qui reconstruit de la société locale. Et quand il y a de la société locale, je dis tout à l'heure, il y a de la démocratie, il y a de la force, il y a de l'ouverture à l'autre. Et quand il y a de l'ouverture à l'autre, il y a beaucoup moins de défiance, beaucoup moins de haine et beaucoup moins de rejet. Alors pour que notre pays aille mieux et que on a vu toutes ces expériences qui remettent au centre de la vie locale, de la vie sociale, des personnes éloignées de l'emploi, il faut aussi éviter qu'il y ait trop de personnes éloignées de l'emploi. On l'a dit, c'est un plan de relance massif, utile. C'est la conditionnalité des aides, c'est la mobilisation de tous les outils des politiques publiques, de l'échelle la plus locale à l'échelle européenne. Et puis, c'est le combat sur les grands dispositifs sociaux. Il est évident que une réforme des retraites qui viserait à allonger l'entrée dans la retraite, à repousser toujours plus tard l'entrée de la retraite, c'est évidemment des seniors qui seront durablement éloignés de l'emploi. Et si on voit la réforme de l'assurance chômage, avec plus d'1 million de personnes qui seraient dans des situations extrêmement difficiles, tout ça crée du chômage de longue durée, tout ça crée des personnes éloignées de l'emploi et des femmes et des hommes qui vont mal. Donc, arrivons à proposer pour 2022 un grand plan qui, à la fois, du point de vue national, projette des outils de politique publique, mais les met au service des collectivités, les met au service des régions, les met au service de ces comités locaux qui reconstruisent des personnes, qui reconstruisent une société où il fait meilleur vivre en tout cas. Donc on a toute la palette des outils, on a l'ambition de le faire, on a des expériences qui réussissent. Tu l'as dit Laurent, il faut du temps. C'est vrai que c'est toujours difficile dans ce monde d'aujourd'hui de trouver le temps à la fois de la participation, le temps de la délibération, mais notre conviction, c'est qu'en prenant le temps, mais surtout en prenant des décisions qui servent l'intérêt général et beaucoup moins des intérêts privés et beaucoup moins un modèle qui abîme la nature, les femmes et les hommes, il y a une voie d'enthousiasme et d'espérance pour notre pays et pour notre pays en Europe. Donc merci infiniment de votre enthousiasme, de votre engagement. Merci de penser, merci d'agir, merci d'être des faiseuses et des faiseurs d'une société qui va mieux. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on construit la politique et j'espère qu'on va continuer à la construire comme ça. Merci infiniment et puis merci à toutes celles et à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Merci Eva, merci Philippe, merci Romain de nous avoir accompagnés dans cette soirée. Merci Yannick. On sort effectivement plein d'espérance et plein d'envie d'agir grâce à vous, effectivement, et à vos témoignages. Je vous rappelle que pour suivre la campagne de Yannick, vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà sur le site 2022 l'écologie.fr. Vous saurez tout de l'actualité de Yannick et également des prochains webinaires. Et je peux d'ores et déjà vous dire que le prochain webinaire
est programmée normalement le 31 mai sur le thème de la santé environnementale. Merci encore et je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci. 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 Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.